Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim était hier après-midi à l'ambassade de Venezuela ici à Bamako pour signer le cahier de condoléances et rendre hommage à Hugo Chavez, décédé il y a quelques jours. Ainsi, le Mali perd un ami et un combattant de la liberté de l'homme. Le professeur Dionkunda est au micro de Bourama Traoré. Le sens de ce geste est très simple. C'est d'abord la solidarité entre des peuples qui partagent le même combat, qui partagent la même vision de l'avenir de notre planète. C'est aussi un hommage à un homme qui a mérité non seulement de son peuple et de sa nation, mais qui a mérité de tous les peuples et de toutes les nations éprises de paix et qui combattent pour la liberté et pour la dignité de l'homme. Son engagement constant pour le développement de nos pays mérite que l'on vienne s'incliner devant sa mémoire et que l'on dise à quel point son départ va constituer une perte incommensurable pour nous tous. Et je pense que le commandant président a consacré sa vie entière à la lutte pour l'homme tout court. Et au nom du peuple du Mali, au nom de son gouvernement et à mon nom personnel, j'ai tenu à venir dire au peuple du Venezuela que nous sommes solidaires avec lui, que nous partageons ce deuil aussi fortement que lui et que cette perte, nous la considérons comme la nôtre. Et je crois que nous ne pouvions pas faire moins au Mali. Audience à l'Assemblée nationale, ont été reçus les jeunes du réseau panafricain des leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et les membres de l'organisation patronale des industries du Mali. Avec les jeunes, il était question de rendre compte aux élus nationaux des conclusions du sommet de Ouagadougou. Quant aux membres de l'organisation patronale des industries du Mali, ils sont venus présenter à l'Assemblée nationale le nouveau bureau de la structure. Adama Kodjo, compte rendu. Les jeunes du réseau panafricain des leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement sont les premiers à être reçus par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Ils étaient venus témoigner aux élus nationaux la solidarité de la jeunesse africaine à notre pays qui vit une période difficile et présenter les conclusions des travaux du sommet de Ouagadougou tenu en décembre dernier. Le sommet déplore tout ce qui a été fait par les forces du mal. Ce document donne de l'espoir dans la mesure où il engage les jeunes à passer par tous les voies et moyens pour que la paix au niveau du Mali soit une réalité, pour que la réconciliation soit une réalité, mais surtout pour que le dialogue puisse exister. Les membres de l'organisation patronale des industriels du Mali, eux, étaient venus présenter à l'Assemblée nationale le nouveau bureau de leur structure. Un bureau de 22 membres avec un mandat de 3 ans orienté sur 4 axes stratégiques. Un premier axe qui consiste à faire en sorte que l'industrialisation du Mali soit quelque chose de normal. Ça, c'est un axe de communication. Un axe second qui consiste à faire 18 réformes, dont 8 sont conjoncturelles qu'il faut faire tout de suite, 10 qu'il faudrait faire à moyen terme. Et nous pensons que si ce plan-là est adopté, on verra le produit intérieur brut, donc le PIB de l'industrie, passer de 4% à au minimum 10%. Ce sera assorti au minimum de 50 000 emplois. Cyril Achkar dit fonder beaucoup d'espoir sur les élus nationaux dans l'exécution du mandat de son bureau. La mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali a présenté hier après-midi aux autorités maliennes son rapport sur l'état des lieux des forces armées et de sécurité du Mali. Le rapport fait ressortir certaines urgences, notamment la réorganisation des ressources humaines militaires. Youssouf Diakité.
Cette cérémonie consacre la présentation de l'état des lieux de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, une mission dédiée à la formation des forces armées de sécurité maliennes. Dans les documents présentés à l'assistance, les constats sont relatifs à la réorganisation des ressources humaines militaires et le plan de carrière. L'objectif est d'avoir des unités soudées aptes au combat. La formation va aborder tous les aspects, mais il s'agit d'abord de former des unités opérationnelles, des bataillons, de 650 à 700 hommes capables de manœuvrer, de conduire des opérations tactiques de façon autonome sur la totalité du territoire malien. Donc il s'agit de formation de combat d'infanterie, de combat de cavalerie, avec des appuis d'artillerie, avec une manœuvre gérée et conduite avec des moyens de transmission. Enfin voilà, ce qui fait qu'une armée, qu'un régiment, qu'un bataillon est capable de manœuvrer tout seul face à un ennemi de sa taille sur tout le territoire malien. La formation qui commence le 2 avril 2013 à Koulikoro pour 2 mois et demi permettra de renforcer les capacités opérationnelles et tactiques des forces armées et de sécurité maliennes. Le concept, c'est d'abord la remise à niveau des unités du Mali afin de les engager sur le terrain d'opération, préparer le retour de l'administration et organiser les élections. Cette première phase de la formation coûte à l'Union européenne près de 8 milliards de francs CFA. Opération de sécurisation des villes libérées. En 6e région, la gendarmerie a récupéré auprès des populations des véhicules, des motos, des tables et climatiseurs, entre autres. Tout ce matériel a été abandonné par les terroristes dans leur fuite. Envoyés spéciaux Adama Djimde et Chérif Moulay. 3 citernes de la SATOM, des véhicules de toutes marques, Mercedes 190, Jeep, Toyota, Peugeot 406, Hilux et 7 motos de la gendarmerie retrouvées au bord du fleuve à Koriomé. L'ensemble de ces engins ont été récupérés par la gendarmerie prévôtale de Tombouctou, un service qui est au four et au moulin pour traquer les malfaiteurs où ils se trouvent. Nous avons pu récupérer ces quelques matériels. C'est du matériel que certaines personnes avaient emporté lors des casses. Et suite à l'appel lancé par ces autorités, comme je viens de le dire tantôt, alors, certains ont ramené leur matériel de d'eux-mêmes, mais pour certains, nous avons effectué une perquisition domiciliaire dans certains quartiers qui nous a également permis de découvrir quelques matériels. La perquisition pour le moment, ce n'est pas terminé. Nous attendons toujours les informations. Dès que nous avons une information, nous partons vérifier. En dehors du matériel roulant, des chaises, des climatiseurs, des portes métalliques et même des urnes ont été également retrouvées. Pour mener à terme ce travail, les forces de sécurité attendent beaucoup des populations. Présentement, nous savons que rien n'a encore été repris à Tombouctou. Les services, nous avons besoin de leur présence. Les bureaux sont là, saccagés. Il n'y a rien. Seule une franche collaboration entre civils et forces armées pourra contribuer à vaincre les bandits armés. La mission du collectif des élus du Nord était mercredi dernier dans le camp des réfugiés maliens d'Ayoru, dans la région de Tillabéri, au Niger. Les 8000 Maliens qui y vivent sont dans de bonnes conditions. Ce constat a été fait par la mission qui a remis une enveloppe aux responsables du camp comme appui à la prise en charge de nos compatriotes. Envoyés spéciaux, Sidi Modibo Dambélé et Mamari Koni. Après Niamey, la capitale nigérienne, c'est le camp de Tabaré-Baré dans la préfecture d'Ayoru, dans la région de Tillabéri, qui a été la deuxième étape de la mission du collectif des élus du Nord. Situé à 6 km d'Ayoru, ces camps abritent près de 8000 réfugiés maliens. La mission leur a fait le point de la situation sécuritaire au Mali avant d'expliquer le contenu de la feuille de route du gouvernement de transition avec en toile de fond la tenue des prochaines élections. Dans ce camp, nos compatriotes bénéficient du soutien de plusieurs partenaires comme l'UNFPI, l'UNICEF, le HCR, l'OMS, Oxfam, Islamic Relief, Plan Niger ainsi que du gouvernement nigérien. On a créé 2 postes, un poste au nord et un poste au sud. Et chaque soir, il y a des patrouilles qui tournent qui se font autour de ces réfugiés-là. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la situation qui commence à se décanter au niveau du Mali, nous pensons que le danger s'est un peu écarté. L'assistance de l'État du Niger est appréciée à sa juste valeur par les autorités consulaires. Nous venons de boucler le tour de l'ensemble des sites aujourd'hui et vous avez vu que les conditions se sont beaucoup améliorées
et que ce soit les conditions alimentaires, les conditions sanitaires, les conditions sécuritaires et même les commodités qui au début n'étaient pas du tout, étaient très très précaires, commencent à s'améliorer. Je tiens à remercier le Niger et l'ensemble des membres de la communauté humanitaire. En venant à la rencontre des réfugiés sur les différents sites, le collectif des îles du Nord veut recenser leurs préoccupations. Cette mission a répondu aux attentes. Ce que j'ai vu me permet de dire que nos populations ont besoin de retourner chez elles. Et elles pensent qu'aujourd'hui, où la situation le permet, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne reste qu'à leur permettre de retourner chez elles. Les résultats des différents échanges avec les réfugiés pourraient inspirer les acteurs impliqués dans la résolution de la crise malienne. À noter que près de 55 000 réfugiés maliens vivent dans 4 camps et dans certaines villes du Niger. À l'étranger, l'Amérique latine fête son premier pape de l'histoire. L'archevêque de Buenos Aires est désormais François Ier et c'est toutes les cloches de l'Amérique latine qui ont sonné lors de son élection. Buenos Aires n'en revient pas. Son archevêque Jorge Mario Bergoglio vient d'être élu pape. Passé la surprise, les catholiques argentins laissent éclater leur joie. Je suis ému, c'est une incroyable surprise que Dieu vient de nous faire, ainsi qu'à tout le peuple latino-américain. Ce nouveau pape est l'un des nôtres. Des centaines de fidèles sont réunis à l'intérieur de la cathédrale de Buenos Aires qui déborde de monde. Sur le parvis aussi, on fête François Ier, le premier pape latino-américain. C'est une joie immense et c'est surtout une grande joie qu'il soit argentin. Nous avons un représentant pour nous, c'est très important. L'ancien archevêque de Buenos Aires est un fervent opposant à la présidente argentine. Malgré tout, Cristina Kirchner a salué ce nouveau pape et lui a souhaité bonne chance. Au moment de son élection, toutes les cloches d'Amérique latine ont sonné. Au Venezuela, le président par intérim a interrompu son discours pour annoncer la nouvelle. Il s'est même permis un trait d'humour alors que le pays porte encore le deuil de Chavez. Nous savons que notre commandante est monté aux cieux. Il est en tête-à-tête avec le Christ et il a peut-être eu une certaine influence dans la nomination d'un pape sud-américain. Qui a intercédé en faveur de l'Argentin? Impossible à savoir. Même parmi les candidats latino-américains, Bergoglio n'était pas favori. Les spécialistes misaient plutôt sur un pape mexicain ou brésilien. Reste que son élection est un grand moment pour l'Amérique latine qui regroupe 40% des catholiques du monde entier. C'est certainement le pape qui est le plus proche des peuples latino-américains. Il connaît très bien les réalités de l'Amérique latine. François Ier est aussi le premier pape du continent américain. Depuis Rome, l'archevêque de New York se félicite du choix du conclave. L'Église d'Amérique latine affronte des défis, comme l'Église d'Amérique du Nord. Mais c'est une Église riche de ses traditions, où le catholicisme fait partie de l'ADN, une Église qui se développe, qui est vivante. Une Église vivante qui aura les honneurs de la première tournée internationale de François Ier. Le nouveau pape ira au Brésil en juillet pour les Journées mondiales de la jeunesse. Au Burundi, c'est l'indignation totale après les massacres de Kayanga qui ont fait près d'une dizaine de morts et plusieurs blessés graves. Les corps ont été ramenés au village, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. Il atteint désormais 9 morts, 37 blessés et des centaines de personnes arrêtées. Ces fidèles ont été fauchés par la police alors qu'ils se rassemblaient sur une colline dans la province de Kayonza. Comment expliquer que des policiers utilisent des balles, utilisent et tirent sur des gens qui ne sont pas armés, alors qu'il a tous les autres moyens pour disperser une telle foule. Ces adeptes de la prêtresse Zébiya, qui le 12 de chaque mois a rendez-vous avec la Vierge Marie, sont de plus en plus nombreux. Cette secte était connue de tous, mais après le rejet par la hiérarchie catholique, les autorités ont décidé d'interdire leur rassemblement. Je ne vois pas comment le gouvernement peut se réveiller aujourd'hui et tirer sur des gens qu'il a laissé proliférer pendant plus d'une année, un mouvement qui existe aujourd'hui, un mouvement religieux qui est là et qui doit être protégé dans ses droits. Malgré les mois suscités par cette violence, le gouvernement justifie son action. Ils viennent avec des gourdins, avec des pierres. Vous comprenez que ce n'est plus
le droit de culte qui est reconnu par la Constitution, c'est plutôt un autre mouvement qu'il faut prendre comme une rébellion. Profitant de la misère, les prêcheurs en eau trouble se multiplient à travers le pays et les églises pullulent. Une menace que le gouvernement a décidé de combattre avec des moyens disproportionnés. Fin de cette édition.